Le soir du 15 octobre 1946, Hermann Göring met fin à ses jours dans sa cellule de Nuremberg, quelques heures seulement avant son exécution programmée. Sa mort referme son chapitre dans l'histoire, mais en ouvre un autre. Que sont devenus ceux qu'il laissait derrière lui ? De la splendeur de Carinhall à l'incertitude de l'Allemagne d'après-guerre, le nom Göring allait traverser une chute vertigineuse. Abonnez-vous si vous voulez qu'on continue d'explorer ces destins que les grands récits historiques laissent dans l'ombre. Dans les dernières semaines de la guerre, Amy et Eda Göring regardent le monde qu'elles connaissent disparaître. Fin avril 1945, alors que les forces soviétiques avancent à travers l'Allemagne, Hermann Göring ordonne la destruction de son domaine de Carinhall. Quand les dernières structures s'effondrent en poussière, Amy et Eda ont déjà été évacuées vers la Bavière, d'abord vers Berchtesgaden, puis vers des retraites alpines dispersées sous contrôle du Reich agonisant. Le 6 mai 1945, des soldats américains interceptent Göring près de Rastatt en Autriche. Sa reddition est signalée en quelques heures. Les autorités alliées localisent aussitôt Amy et Eda dans la même région. Elles sont escortées vers des sites de détention temporaire réservés aux dépendants de hauts responsables, une catégorie créée pour empêcher la fuite et sécuriser des témoins potentiels. Les installations vont d'hôtels réquisitionnés à des maisons gardées. Le message est clair, la liberté ne viendra pas de sitôt. Les interrogateurs alliés questionnent Amy de manière répétée. Elle avait été l'une des femmes les plus visibles du régime, photographiée aux côtés du cercle intime d'Hitler lors d'innombrables occasions. Il la presse sur son influence, ses privilèges de guerre, sa proximité avec les décisions officielles. Pour la première fois depuis les années 1930, elle n'a plus de personnel, plus de statut, plus de protection. Pour Eda, la transition est encore plus brutale. À 7 ans à peine, elle passe d'un foyer entouré de domestiques et de fastes cérémoniels à une succession de pièces inconnues sous garde militaire. Les observateurs alliés notent qu'elle reste silencieuse et polie, serrant souvent une petite valise contenant les quelques affaires qu'on lui a permis de garder. Elle demande à plusieurs reprises quand elle reverra son père. L'arrestation d'Hermann déclenche un inventaire détaillé des actifs familiaux, bijoux, fourrures, œuvres d'art liées aux grandes enquêtes de restitution. Les objets personnels qu'Amy tente de conserver sont souvent confisqués pour examen. À l'été 1945, mère et fille ont déjà été transférées plusieurs fois, vivant des semaines dans un bâtiment réquisitionné près de Garmisch-Partenkirchen avant d'être déplacées vers des installations plus proches de Munich. La guerre est terminée. Mais pour la famille Göring, l'épreuve ne fait que commencer. Quand le tribunal militaire international s'ouvre en novembre 1945, Hermann Göring devient son accusé le plus en vue. Ses dépositions, livrées tout au long de l'hiver et du printemps 1946, dominent les manchettes mondiales. Il nie toute responsabilité criminelle, défend les décisions du régime, tente de se poser en homme d'État plutôt qu'en architecte de la guerre. Pour Amy et Eda, toujours sous supervision alliée, le procès signifie des mois d'incertitude et de surveillance renouvelée. Amy demande régulièrement des nouvelles, sans qu'aucune communication directe avec son mari ne lui soit permise. La sentence tombe le 1er octobre 1946. Göring est reconnu coupable sur tous les grands chefs d'accusation et condamné à mort. Moins de 2 semaines plus tard, le 15 octobre, il met fin à ses jours dans sa cellule grâce à une capsule dissimulée. Quand la nouvelle parvient à Amy et Eda, les observateurs notent un choc silencieux mais profond. Amy refuserait d'abord de croire les détails. Eda, alors âgée de 8 ans, demande où son père est parti. Au-delà de l'impact personnel, le verdict de Nuremberg déclenche le démantèlement juridique complet du patrimoine Göring. La célèbre collection d'art, l'une des plus grandes collections privées assemblées sous le Troisième Reich, est au cœur des enquêtes. Des centaines de tableaux, sculptures et objets décoratifs sont tracés jusqu'à des dépôts en Bavière et en Autriche avant d'être dispersés pour restitution ou retenus comme preuve. En 1947, quand l'Allemagne entre dans la phase de dénazification, le cas d'Amy Göring attire une attention intense. Contrairement à beaucoup d'épouses de responsables nazis,
Amy avait été une figure hautement visible, présente aux cérémonies publiques, aux événements culturels et aux fonctions diplomatiques. Certains enquêteurs alliés la désignaient informellement comme la première dame sociale du Reich, une description qui allait peser lourd sur la procédure qui suivit. Sans domaine, sans accès aux anciens privilèges, Amy entre dans l'après-guerre sans sécurité. Ces demandes de compensation déposées à la fin des années 1940 se heurtent au règlement de dénazification et les droits à pension liés aux anciennes fonctions d'État de son mari lui sont refusés. La situation d'Eda est également marquée par l'incertitude. Bien que les enfants ne soient pas soumis à la dénazification, le nom Göring porte un poids considérable. Les administrateurs alliés débattent brièvement de la possibilité de la placer sous tutelle extérieure pendant la procédure. L'idée est finalement rejetée en faveur d'un retour auprès d'Amy sous supervision, une fois le cas de la mère résolu. Au début de 1947, Amy est convoquée devant un tribunal de dénazification munichois. Les procureurs présentent des photographies, des témoignages et des dossiers montrant son implication dans des organisations culturelles parrainées par l'État. Ils soutiennent que sa présence publique soutenait l'image du régime et contribuait à la normalisation des dirigeants nazis. Amy plaide qu'elle n'était qu'une personne privée, contrainte dans un rôle qu'elle n'avait jamais cherché. En mars 1948, le tribunal la classe comme Bellastet, grande coupable, la deuxième catégorie la plus grave du système de dénazification. Elle perd tous les droits sur ses biens restants, fait face à une interdiction permanente d'exercer dans le secteur public et se voit imposer des restrictions de déplacement, d'apparition médiatique et de participation aux institutions culturelles. Les appels suivent presque immédiatement. Amy fait valoir que sa classification surestime son implication politique, soulignant son absence de pouvoir formel au sein du gouvernement. Ses défenseurs citent ses responsabilités de mère, sa connaissance limitée des décisions de haut niveau et son retrait de la vie publique après 1939. Les appels allègent certaines restrictions au fil du temps, notamment celles affectant ses déplacements et ses possibilités d'emploi. Les pénalités centrales, elles, restent en place jusqu'à sa mort. Sa situation financière après le procès est difficile, mais pas désespérée. Amy s'installe à Munich, vivant dans des logements modestes, grâce au soutien d'amis de longue date du monde théâtral. Certains récits la dépeignent dans le dénuement, d'autres suggèrent qu'elle mène une existence tranquille et stable, sans luxe. Les historiens débattent encore pour savoir si elle dramatisait ses difficultés lors de ses interviews tardives. À la fin des années 1960, Amy revient brièvement dans la sphère publique. En 1967, elle publie son autobiographie An der Zeitmannemann, Mon mari Hermann Göring en anglais, paru en 1972. Dans ce mémoire, elle dépeint Hermann comme un homme compatissant et attentionné, défendant sa mémoire contre le verdict de l'histoire et présentant leur vie commune comme un récit de dévotion et de loyauté. Elle ne changera jamais cette vision. Ces dernières années sont marquées par un déclin de santé. Le 8 juin 1973, Amy meurt à Munich à l'âge de 80 ans. Eda était restée auprès d'elle jusqu'à la fin. Eda Göring est née le 2 juin 1938 et le régime nazi traite sa naissance comme une célébration nationale. 10 jours plus tard, les foules remplissent les rues de Berlin quand Hermann Göring ramène Amy et leur nouveau-né à la maison. Le 4 novembre 1938, Hitler lui sert de parrain lors d'un baptême solennel à Marienhall, événement couvert par le magazine Life. Parmi ces cadeaux figurent des tableaux à attribuer à Lucas Cranach l'Ancien, signe du privilège qui l'entoure dès la naissance. Marienhall dispose d'une piscine intérieure, d'un cinéma, d'un gymnase et d'un petit zoo. Les membres de l'élite nazie l'appellent la petite princesse. En 1940, la Luftwaffe lui fait construire dans le verger un palais miniature de 50 mètres avec un petit théâtre, l'Eda-Schlösschen. Ce monde s'effondre en 1945. L'enfance d'Eda se termine dans un bâtiment d'internement sous garde alliée. Après la conclusion du cas de dénazification de sa mère, elle retourne à Munich. Durant la fin des années 1940,
et les années 1950, elle tente de construire une vie normale, fréquentant les écoles locales et vivant avec Amy dans des pièces modestes. Le nom Göring lui assure de porter une étiquette qu'elle n'a pas choisie et qu'elle refusera fermement de retirer. En grandissant, Eda entreprend des études de droit à l'université de Munich. Elle travaille brièvement comme clerc de notaire avant de trouver sa voie comme assistante médico-technique dans un laboratoire hospitalier. Elle poursuit cette carrière pendant des décennies, ne se marie jamais, n'a pas d'enfants. Dans les années 1970, Eda revient brièvement dans la vie publique, associée au journaliste Gerd Heidemann, qui avait acquis le Carin II, le yacht autrefois propriété de son père. Leur relation la place dans des cercles sociaux où le passé est souvent discuté ouvertement, parmi lesquels figurent parfois d'anciennes figures de l'ère de guerre. Ce qui distingue Eda de nombreux descendants de dirigeants nazis est sa défense indéfectible de son père. Dans des interviews des années 1990 et du début des années 2000, elle insiste sur le fait qu'il avait été une figure douce et protectrice dans sa vie et affirme qu'il avait tenté de freiner les excès du régime. Quand on l'interroge directement sur ses crimes, elle répond simplement qu'elle se souvient d'un père aimant. Elle continue de vivre discrètement, passant des années à Schwaz en Autriche, avant de revenir à Munich. Quand elle meurt le 21 décembre 2018, sa nécrologie dans le New York Times souligne cette loyauté indéfectible, une loyauté qui la distinguait non seulement de la société allemande, mais même des membres de sa propre famille élargie, car Eda n'était pas la seule descendante vivante d'Hermann Göring. Sa petite nièce Bettina Göring, née après la guerre, a choisi une voie radicalement différente. Élevée en dehors de la structure familiale immédiate, Bettina grandit profondément consciente de l'héritage Göring et de son poids en Allemagne et au-delà. Contrairement à Eda, elle rejette entièrement le récit familial. Bettina s'installe aux États-Unis à l'âge adulte, puis s'établit au Nouveau-Mexique. Dans des interviews, elle décrit ouvertement le fardeau de porter le nom Göring et évoque le poids psychologique d'être liée à l'une des figures les plus tristement célèbres du Troisième Reich. Ces déclarations attirent une attention internationale dans les années 2000 quand elle révèle que son frère et elle ont volontairement subi une stérilisation. Sa justification: mettre fin à la lignée, s'assurer qu'aucune génération future n'hériterait de ce qu'elle appelle l'ombre de Göring. Le choix de Bettina reflète une tentative personnelle de rompre totalement avec l'héritage familial et se dresse en contraste saisissant avec la loyauté indéfectible d'Eda. Là où l'une défendait son père jusqu'à ses dernières années, l'autre affrontait le passé de face, évoquant la honte, la responsabilité et le coût de l'histoire héritée. Deux femmes portant le même nom, deux façons radicalement opposées d'y répondre, et une question qui reste suspendue: que fait-on d'un héritage qu'on n'a jamais choisi ? Partagez cette vidéo, laissez un commentaire sur ce qui vous a le plus interpellé et rejoignez cette communauté. Parce qu'ici, chaque semaine, on explore sans détour ces destins que la grande histoire préfère souvent laisser dans l'obscurité.